Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte court, mais d'une densité extrême. Orientation de Julius Evola. Bonjour. C'est un manifeste qui a été écrit en 1950, donc on est juste après la Seconde Guerre mondiale, et le décor est planté, quoi. Une Europe en cendres. Littéralement. Notre but pour cette exploration, c'est vraiment de saisir la vision du monde qu'il propose. On n'est pas dans une simple analyse politique, hein. Non, pas du tout. C'est un diagnostic radical des maux de la société moderne et surtout une proposition de reconstruction qui part de l'individu, pas de la société. Le contexte est absolument crucial, oui. Il faut s'imaginer l'état de l'Europe à ce moment-là. Des ruines matérielles, bien sûr, mais aussi et surtout, pour Evola, des ruines morales. Mhm. Il s'adresse à une jeunesse, ou en tout cas à des gens qui se sentent complètement perdus, orphelins, au milieu de cet effondrement. Et la question qu'il pose elle est d'une simplicité désarmante. Laquelle? Existe-t-il encore des hommes debout parmi ces ruines? Et que doivent-ils faire? Voilà, c'est le point de départ de toute sa réflexion. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Il commence par ce constat très, très sombre. C'est la fin d'un cycle. C'est ça. Pour lui, le progrès, tel que la modernité le conçoit, n'est qu'un long processus de destruction. Une destruction de, je cite, « tout ordre normal et légitime ». Ça dure depuis des siècles, selon lui. Et il voit les tentatives de résistance juste avant la guerre comme un dernier sursaut. Paul de Rome, l'Allemagne avec l'Impérium, le Japon avec les samouraïs. Pour lui, c'était un front qui défiait cette modernité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il met de côté la question de la défaite militaire. Complètement. Les erreurs stratégiques, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Ce qui compte, c'est la signification du combat qui a été mené. Il place presque vainqueur et vaincu sur le même plan. Oui, parce que pour lui, à la fin, toute l'Europe a perdu. Elle a été rabaissée, elle est devenue un objet pour des intérêts qui ne sont plus européens. Mais la dévastation la plus grave, ce n'est pas les bombes. C'est moral. C'est ça qui est fascinant. Il parle d'une anesthésie morale générale, d'un fléchissement du caractère. C'est la prédominance des intérêts les plus bas, les plus matériels. C'est ça pour lui, le portrait de l'homme de l'après-guerre. D'accord. Le diagnostic est sans appel. Mais un diagnostic ne sert à rien sans un remède. Par où est-ce qu'on commence pour sortir de ces ruines en signe? Alors voilà, et c'est peut-être le point le plus contre-intuitif pour nous aujourd'hui. Il dit « le problème est d'abord intérieur ». Intérieur. Toute solution purement politique est une illusion. La priorité absolue, c'est de, je cite encore, se relever, renaître intérieurement, se donner une forme. Il est donc très critique de ceux qui croient au parti, au programme. Il les critique violemment. Il pense que c'est une perte de temps. C'est une inversion complète de la perspective. On pense changer le monde, il répond « change-toi toi-même d'abord ». C'est le pivot de son argumentation, en fait. Totalement. Il énonce un principe de base. Vous pouvez avoir l'état le plus parfait sur le papier, si la substance humaine est tarée, tout s'effondrera. Et à l'inverse? À l'avenir, un peuple de vrais hommes, comme il dit, avec un instinct sûr, peut prospérer même avec un système imparfait. Du coup, il s'oppose frontalement à ce qu'il appelle le réalisme politique. Ce qui est fascinant, c'est que la mission n'est pas de prêcher, de convaincre, c'est d'être. D'incarner, d'être un exemple. Il s'agit de reconstruire, à partir de quelques individus, un homme nouveau. Et cet homme, il est défini par son adhésion intransigeante à des principes. Alors justement, cet homme nouveau, ça reste un peu abstrait. Concrètement, au quotidien, à quoi il ressemble? Quel est son style? Il lui donne un nom, l'esprit légionnaire. L'esprit légionnaire. La référence à Rome est claire. Évidemment, c'est l'attitude de celui qui ne se demande pas si la bataille est gagnable. Il combat parce que c'est son devoir, son honneur. Il choisit la voie la plus dure, pas la plus facile. Même si la bataille est perdue d'avance. Et surtout si elle est perdue d'avance. Parce que le sens du combat est plus important que sa conclusion. La fidélité à l'idée, à sa parole, c'est la valeur suprême. C'est une éthique du soldat, mais appliquée à la vie civile en temps de ruine. C'est exactement ça. Et ça doit s'incarner dans ce qu'il appelle une révolution silencieuse. Pas de barricade, donc. Non, il s'agit d'abord de forger cette discipline à l'intérieur de soi. Et une fois que cette forme est acquise, elle va rayonner naturellement. Il insiste sur un style de vie reconnaissable, basé sur la loyauté, la droiture, dans tous les aspects de la vie. Il oppose ce style à la mentalité ambiante, avec des phrases comme « qui t'oblige à le faire » ou « d'abord vient le ventre, et puis la morale ». Exactement. Et la réponse de son homme nouveau, ce n'est pas un long discours. C'est une évidence. C'est utilitaris. Nous ne pouvons pas faire autrement. Telle est notre voie. C'est un impératif, en somme.
un impératif intérieur. Et cet homme est aussi, et c'est un point crucial, il est anti-bourgeois. Attention, là, il faut préciser. Anti-bourgeois, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ce n'est pas au sens marxiste, j'imagine. Pas du tout. C'est même l'inverse. Il n'est pas anti-bourgeois au sens économique. Il l'est au sens spirituel. Il méprise la mentalité bourgeoise. C'est-à-dire? C'est-à-dire la recherche obsessionnelle de la sécurité, la petite vie confortable, le conformisme, la peur du risque. L'homme qu'il dessine, lui, il recherche l'union de la vie et du risque. Et un autre aspect important, c'est ce qu'il nomme l'impersonnalité active. L'impersonnalité active. Ça veut dire que ce qui compte, ce n'est pas l'individu, mais la fonction qu'il remplit, la mission qu'il assume. La personne s'efface derrière l'œuvre. D'accord. Donc, la reconstruction part de l'individu, de son éthique, mais il ne s'arrête pas là. Une fois cette base posée, il s'attaque aux idéologies politiques et sa critique est radicale. Oui, il met tout dans le même sac. Il voit une sorte de chaîne, de dégradation par étapes. Pour lui, le libéralisme, la démocratie, le socialisme, le communisme, ce sont les degrés d'un même mal. Les phases successives d'un même processus de chute. C'est ça. Mais comment il justifie ça? Mettre le libéralisme et le communisme sur le même plan, c'est l'inverse de tout le discours de la guerre froide qui commence à ce moment-là. Sa logique est la suivante. La cause originelle de la chute, c'est quand l'homme occidental a coupé ses liens avec la tradition, c'est-à-dire quand il a rejeté toute autorité supérieure et a revendiqué une liberté individuelle absolue. D'accord. À ce moment-là, la société n'est plus un organisme, c'est une somme d'atomes. Le libéralisme et la démocratie, pour lui, ils sacralisent ça. Mais une société d'atomes, dit-il, finit toujours par être dominée par la loi du nombre, la tyrannie de la quantité. Et l'aboutissement logique de ça, c'est le collectivisme. Inévitablement. L'individu atome est finalement broyé par la masse. C'est pour ça qu'il dit que la démocratie libérale n'est pas un rempart contre le communisme. Mais une antichambre. Voilà, c'est le cœur de sa provocation. Il parle de « la grande illusion de nos jours ». Pour lui, opposer les deux, c'est comme dire que le crépuscule est le contraire de la nuit. Aucun poison dilué est l'antidote du même poison pur. La métaphore est parfaite. La démocratie, en promouvant l'égalitarisme et le matérialisme, prépare le terrain. Le communisme ne fait que finir le travail. Et cette vision, logiquement, il l'étend aux deux grands blocs de l'après-guerre, l'Est et l'Ouest. Il ne choisit pas son camp. Pas du tout. Il les décrit comme les deux mâchoires d'une tenaille qui se referment sur l'Europe. L'URSS et les États-Unis? Les deux visages d'un même matérialisme. Et, de manière assez surprenante pour l'époque, il considère le modèle américain comme potentiellement plus dangereux. Plus dangereux que le totalitarisme soviétique? C'est une affirmation forte. Oui, parce qu'il le voit comme un cheval de Troie. Le mal, donc le matérialisme, le conformisme, ne s'impose pas par la force brute. Il s'infiltre. Exactement. De manière plus subtile, presque volontaire, à travers les mœurs, le mode de vie, le culte de la production et de la consommation. L'américanisme, pour lui, c'est une civilisation qui réduit tout à sa dimension économique. En adoptant ce modèle, l'Europe se prépare elle-même à son ultime abdication. Ça nous amène à la critique de ce qu'il appelle la démonie de l'économie. Le mot est incroyable. Le mot est choisi, oui. Démonie, ça implique une force qui possède, qui obsède. Il rejette en bloc l'idée que le facteur économique est la clé de voûte de tout. Et ça, pour lui, c'est commun au capitalisme et au marxisme. Ils sont enfermés dans le même cercle. C'est ça. Le but qu'il fixe, c'est de briser ce cercle, d'affirmer qu'au-delà de l'économie, il existe un ordre de valeurs supérieur, politique, spirituel, héroïque. C'est seulement en restaurant la primauté de cet ordre qu'on peut remettre l'économie à sa juste place. C'est-à-dire? La place d'un simple moyen subordonné à des fins plus élevées. Ce qui nous amène à une autre redéfinition radicale, celle de la patrie. Face au nationalisme classique, il propose autre chose. Oui, et c'est une conséquence logique. Si les valeurs spirituelles priment sur le matériel, alors ce qui unit les hommes, ce n'est pas le sang ou le sol. C'est l'idée. C'est le partage d'une même idée, la vraie patrie pour Evola, c'est l'idée. Donc, si je pousse la logique, un Français et un Italien qui partagent cette idée seraient plus compatriotes entre eux qu'avec leurs propres voisins qui ne la partageaient pas. C'est exactement ça. Il oppose l'unité naturaliste de la nation au concept d'ordre. Un ordre, c'est une communauté d'hommes unis par une fidélité à des principes. Dans cette vision, c'est l'État, incarnation de l'idée, qui donne forme à la nation.
et pas l'inverse. Et quelle forme prendrait cet état Élie? Et j'imagine qu'il a une opinion assez tranchée sur la République. Très tranché, oui. Il la rejette en bloc. C'est le fruit de la subversion de la Révolution française pour lui. Mais il est tout aussi critique de la monarchie parlementaire moderne. Un symbole vidé, il dit. Vidé et dévirilisé, oui. Une façade sans pouvoir. Alors, que reste-t-il? Il ne défend pas non plus une simple dictature? Non. Et c'est essentiel de comprendre ça. Il ne propose pas un modèle clé en main. Ce serait retomber dans l'erreur politique qu'il dénonce. La tâche n'est pas de choisir une institution. La tâche est de préparer l'environnement spirituel. Pour qu'une véritable autorité puisse être à nouveau reconnue. Ce qu'il voit comme 3 toxines culturelles, 3 poisons qui empêchent cette renaissance. Oui, 3 cibles bien précises. Darwin, Freud et les existentialistes. Alors là, c'est la question que j'allais poser. Quel est le lien entre la théorie de l'évolution, la psychanalyse et la philosophie de Sartre? Pourquoi ces 3-là? Le lien, pour lui, c'est qu'ils représentent 3 formes de la même subversion. Chacun, à sa manière, dégrade l'image de l'homme. Il le prive de sa dimension supérieure. Exactement. Le darwinisme, par exemple. Il le rejette sur un plan philosophique. Parce qu'il réduit l'homme à un simple produit de l'évolution animale. Ça nie toute origine spirituelle. Mhm. Pour Evola, l'homme n'est pas le sommet de l'évolution, mais une entité potentiellement d'un autre ordre. Le darwinisme l'enchaîne à la matière. Il inverse même la perspective. L'homme ne vient pas du singe, mais il peut y retourner s'il déchoit. D'accord. Et pour la psychanalyse, on devine le reproche. C'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme, mais appliqué à l'individu. La psychanalyse met l'accent sur le subconscient, les pulsions, comme étant le vrai moteur de l'être humain. Le moi conscient n'est qu'un jouet. Et ça, pour lui, c'est la subversion. L'inférieur qui domine le supérieur. C'est la réplique psychologique de ce qu'il voit dans la société. Il défend l'idéal inverse, un moi souverain qui maîtrise les forces inférieures de son être. Et enfin, l'existentialisme, qui était la philosophie dominante à Paris à l'époque. Il le voit comme l'état d'âme d'une crise érigée en système. C'est la philosophie d'un type humain qui l'exècre, un homme brisé, sans racines, angoissé, défini par l'absurde. Un homme qui subit une liberté vide dans un monde sans valeur. La consécration philosophique de l'homme ruine, en somme. C'est ça. Pour lui, il est vital de se désintoxiquer de ces 3 courants pour retrouver ce qu'il appelle clarté, droiture et force. Si on essaye de tout rassembler, le message central d'orientation est donc cet appel à une reconstruction radicale qui doit impérativement commencer par l'individu. C'est un projet élitiste, mais au sens spirituel. Oui, former une nouvelle élite. L'homme debout parmi les ruines, c'est la condition sine qua non de toute renaissance. Le mot d'ordre qui résume tout, c'est intransigeance. Un refus total du compromis avec les facettes de la décadence moderne. L'essentiel, ce n'est pas de gagner des élections demain. L'essentiel est de constituer un pôle de référence. Une élite qui n'est pas définie par l'argent ou la naissance, mais par sa capacité à incarner une idée. Une vision du monde héroïque, spirituelle. En opposition frontale au matérialisme qui, selon lui, a triomphé à la fois à l'Est et à l'Ouest. La pensée qui pourrait rester après cette plongée, ce serait peut-être celle-ci. Dans notre monde actuel, souvent perçu comme complexe, fragmenté, en manque de grands récits, quelle peut être la résonance d'une pensée aussi exigeante? Une pensée qui demande à l'individu de ne chercher ni dans la société, ni dans le confort matériel, mais en lui-même et dans une idée qui le dépasse, les fondements d'un ordre entièrement nouveau.